Ça y est, on a enfin pu ressortir le Losi Super Ocray. Je me suis pris le temps de changer le châssis. J'ai eu une mésaventure de plus avec le servo de direction qui est lié en fait à la direction GPM. Malgré toute la loctite et tout ce qu'on a mis partout, on a une vis qui ressort régulièrement et qui bute sur le châssis, et le servo E-Tech est trop faible et il n'a pas encaissé du tout, il a fumé direct. Comme ça faisait la énième panne que j'ai avec cette direction sur ce Losi, on va revenir rapidement sur toutes les pannes qu'on a eues. Donc les 3 premiers packs sont passés bien, tranquille dans la prairie, on a roulé cool, là c'était bien. Mais je veux dire, t'as pas besoin d'un gros tout-terrain comme ça pour rouler dans une prairie. J'adore rouler ce véhicule, son comportement avec ses suspensions molles et le pont à l'arrière, c'est un style à part, il a une voie relativement étroite, c'est sûr, il faut faire gaffe dans les virages, mais c'est vraiment génial. J'adore ce truc à rouler, c'est super. Mais au deuxième ou troisième pack, vous avez vu le servo d'origine qui tremblait, qui a lâché. L'ABC tue le servo. C'est pas les seuls, Traxxas faisait la même. Et plein d'autres marques ont le même problème sur les RTR. On a mis donc un servo E-Tech à bord. Ensuite, la direction elle-même a cassé, puisque le levier est trop faible, ça on le savait. C'est des choses qui sont arrivées dès le début à plusieurs pilotes de cet engin. Donc je suis passé sur la direction du GPM, parce qu'elle était juste disponible à ce moment-là. Là, l'UGPM de faible qualité, on a déjà le contre-cône qui s'est maté, plus un autre souci, c'est que c'est un rancret, donc on roule dans la caillasse. Pourtant, la direction est très exposée aux petits cailloux, et les cailloux bloquent très rapidement cette direction. Donc c'est ce qui a causé donc, le matage de l'alu, les vis se débloquent et le cerveau a fumé. En garantie, on a reçu un autre, même si j'étais clair sur la garantie, genre oui, j'avais voilà, la direction a bloqué, le cerveau a fumé, si on peut le réparer c'est cool, je veux pas absolument une garantie. Ils m'ont fait un geste super cool, c'est qu'ils m'ont envoyé quand même un cerveau pour rien. J'ai donc remis ce cerveau, on a remis de la loctite partout sur la direction, on est reparti, après avoir changé de châssis, on a recassé le cerveau. Pour en venir au châssis, premier petit ornière avec un bloc de béton au fond, on a tordu l'avant du châssis, qui est le plus gros point faible de cette machine. Évidemment, une fois qu'il était fragilisé, t'as beau faire des renforts, des machins, c'est fragilisé. Ensuite, il y a eu donc cette jonction entre la panne de direction qui a causé un gros crash. Évidemment, j'ai fait le kéké, je voulais passer absolument 2 poteaux. J'ai mis un coup de direction qui ne fonctionnait plus, et alors que je venais de mettre mon plein gaz pour déraper, et du coup, le véhicule est parti tout droit dans le poteau. Là, c'est sûr que l'engin n'y peut rien. Hein. Erreur du pilote. Trop confiant. Et le châssis, on a fait un double Z avec. On l'a vraiment plié. La platine supérieure était en double Z. Le châssis en bas était à 60 degrés. Du coup, on a mis des renforts dessus. On est retourné sur le terrain. Ça aussi, avant de plier ce châssis, on avait détruit déjà aussi le bulkhead avant. Donc là, en fait, quand tu achètes cette caisse, c'est 850 €. Et pour être tranquille, tu prends le boîtier avant alu, la direction alu, au tracing, et le boîtier avant au tracing. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est arrivé rapidement, je crois au 5e ou 6e pack. Je roulais dans les copeaux de bois, je suis descendu d'à peu près 1 mètre, et la fusée a claqué. Donc on a changé les fusées par les options alu, 50 €. Le boîtier avant, 50 €. La direction, 50 €. Un cerveau plus balèze, entre 50 et 70 €. Donc tu arrives finalement, on y est toujours, à peu près à 1000 € pour avoir un engin de cette taille qui fonctionne normalement. Pour l'utilisateur pépère, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein qui achètent les caisses, qui ont juste envie justement de rouler comme j'ai fait les 3 premiers packs, tranquille dans le pré, dans le propre, sur le sec. Il n'y aura aucun souci, vous pouvez le prendre comme il est d'origine, à la limite peut-être le cerveau à un moment ou à un autre va vous lâcher, mais c'est tout ce qui va vous arriver, il n'y a pas de problème. Parce que le comportement dynamique de la voiture est super, quand t'aimes le look, t'aimes le look. Si t'aimes pas, c'est comme ça. Les suspensions, comme dit, c'est dommage ces histoires de pistons qui montent trop loin dans les suspensions et d'être obligé d'avoir 1 cm de butée, parce qu'on a quand même un engin aussi gros que le X-Max et on n'a que 3 cm de débattement à l'avant. Le châssis s'arrête à plus de 2 cm du sol. Donc sur les gros efforts de suspension, il y a des méga chocs ici. Il y en a un qui m'a dit c'est grâce à ces butées que cet engin tient super bien la route, tient mieux la route que les Traxxas. Oui et non. C'est vrai que du fait que tu as une butée, à un moment il va arrêter de pencher au lieu de pencher plus. Mais comme c'est dur, quand tu as un engin dur qui tape un obstacle quand il est penché sur suspension, il décolle quand même, il se renverse quand même. Ces butées, c'est vraiment juste une solution de secours par rapport au fait qu'ils aient merdé avec le haut des suspects.
On s'est penché sur changer les amortos pour ne plus avoir ces butées pour gagner ce centimètre de débattement. Alors tu vas me dire, ouais, un centimètre c'est pas grand chose, c'est un centimètre sur l'amorto, ça fait 2-3 cm sur un roue par rapport à l'emplacement de l'amorto. Ça fait énorme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place avec les cardans CVD plastique. Tu vas les coincer dans les triangles, ça ne passe pas, tu ne peux pas. Par contre, ces CVD là en plastique, ben ça c'est de la balle. Parce que là, on est arrivé à une vingtaine de packs et les CVD n'ont pas bougé. Le croisillon lui-même est en métal, mais l'emmanchement entre le métal et le plastique et les cannelures entre plastique et plastique n'ont pas bougé. Ces cardans télescopiques sont exemplaires. Et je voudrais de la part de Losi avoir ces cardans télescopiques sur le Losi 3XL. Le Losi 3XL, pour l'instant, en Monster Truck 1/8, on a un peu un problème, on n'a pas grand chose. On a le RMO qui ressemble pas vraiment à un Monster Truck, plus à un gros truggy, mais c'est un vrai monster avec boîte de réduction et châssis au milieu bien haut qui passe partout avec un débattement de suspension de malade. Il a plus de débattement que ça alors qu'il est plus petit. On a le Serpent MTE qui est génial. Franchement, au niveau conduite, top. On a les ressorts un peu durs, mais c'est ouais, on n'a pas de boîte de réduction et on a un châssis plat. On a le Obao Hyper MT Sport Plus qui n'a pas de diff centrale, donc on peut causer des casses de noix et de cardan. On a le plus 2, bah ça c'est plus du 1/8, mais qui du coup un autre souci c'est avec sa masse et la stabilité. Le Reaper c'est pareil, a remplacé la version courte et avec cette taille là c'est pareil, hein, c'est pas la même stabilité que le X-Max. Pour ceux qui ont goûté au X-Max et qui ont essayé les autres pourront vous le confirmer, même si ce sont des gens super, je les adore ces deux là, mais voilà. Hein. Le roi reste celui-là, on peut faire comme on veut. Le Losi 3XL serait une super machine, puisque dynamiquement il se comporte comme le Serpent MTE, on a une boîte de réduction, on a un diff central auto-bloquant, enfin un glissement limité, tu peux le mettre en option d'ailleurs avant et arrière, mais on a un gros problème avec le débattement de suspension qui a été bridé pour que la noix de cardan ne soit pas défoncée par le cardan quand la suspension s'enfonce, qui elle comprime les pignons dedans, couronne satellite qui se broie. Tu mulches le diff quand tu prends un gros atterrissage sur un mauvais angle. Et il n'y a aucune solution de secours. On a essayé sur la machine donc, de la boulangerie Koubiak à Marpan, petite pub, on a mis donc l'autobloquant aussi à l'avant, puisqu'il y a un petit carré à l'intérieur qui va empêcher donc, les noix de rentrer. Par contre, après, forcément, c'est ton cardan qui se banane. Ça a été confirmé par des utilisateurs américains aussi qui ont fait cette modif suite à ma vidéo et qui m'ont dit c'est vrai qu'on détruit plus le diff, par contre c'est vrai que c'est le cardan qui mange, donc on banane les cardans et du coup ils se dégoupillent quand on roule. Tu es obligé sur le terrain de replier tes cardans pour les mettre dedans. Donc il nous faudrait ces cardans télescopiques sur le Losi 3XL et même sur le Serpent MTE, enfin généralement. Je suis un fan absolu des cardans télescopiques parce que quand tu prends des coups sur le côté, ton cardan télescopique, il rentre et tu ne transmets aucun effort en latéral dans le diff. Donc aucun risque de comprimer tes pignons, tes diffs, tes satellites et tes planétaires, pardon. Et ça c'est génial. Donc maintenant une fois que cette direction est faite, là j'ai mis un servo Savox 1/5. Pareil, tu veux mettre un servo de 1/5, Losi te fait un support option alu pour 1/5, 50 balles. Tu vois, donc 50 balles, 50 balles, 50 balles, 50 balles, 50 balles, ça commence à faire beaucoup. Troisième, quatrième réparation sur la direction, j'en ai eu marre, donc le support en plastique, je l'ai tout simplement fendu avec le cutter. Je l'ai même pas démonté, hein, je ne mens pas, j'ai coupé dedans, ce qui fait qu'il flex et que je gagne mes 2 mm pour mettre mon servo 1/5. Et ça marche à merveille. Évidemment, à l'occasion d'une révision, je montrerai quand même un support servo 1/5 normal, mais pour l'instant ça fonctionne. Et là, donc, je l'ai ressorti, 3 packs dans la Gadou, j'ai fait le goret. Vous n'avez qu'un morceau de la vidéo parce qu'il y a une grosse plaque de boue qui a giclé à ma face. Et j'en avais plein la poire et j'en avais plein la caméra. Résultat, on ne voit plus rien. Le premier pack c'était le plus ennuyant et les prochains j'ai trouvé un endroit boueux où j'ai fait le goret avec ce machin. Mais génial. Vous avez manqué 30 minutes de mud racing à la redneck. Vous avez rien que dalle, zéro, nenni. C'est pas grave, moi je me suis bien amusé. Bon, on a fait un petit rinçage rapide, on est retourné sur le terrain, 3 packs de plus dans la prairie. Et on arrive à un point essentiel, c'est la raison surtout pour laquelle je fais cette vidéo, hein, on ne parle pas que du Super Rock Racing, c'est qu'on voit de plus en plus de constructeurs qui nous font des machines un peu plus grosses,
puisqu'ils ont remarqué que le brushless niveau autonomie et puissance, il peut le faire, on arrive sur des setups de plus en plus intéressants. On a le X-Max qui est un setup super sympa, on a un moteur pas exagéré, on a un petit 65 à fond, il y en a plein qui roulent en 1/8 que ça avance pas. Mais pour ceux qui roulent en thermique à un 5e, je peux vous dire que quand ils prennent un X-Max en main, même s'ils sont récurrents, et enfin s'ils n'ont pas pour, s'ils trouvent que c'est de la bouse par rapport à leur engin full alu, ils se rendent compte rapidement quand même que niveau couple, puissance et Vmax, on est kiff-kiff. Donc ramener à la grande échelle, c'est une vitesse tout à fait normale. De plus, il a l'avantage de pouvoir l'aligner dans toutes circonstances. Un 8e, c'est vrai qu'on roule à 80, on roule à 100, mais quand le terrain est accidenté, t'es mort, alors que lui, il reste à 65 dans le terrain défoncé. C'est toute la différence. Celui-là, comme il a un pont à l'arrière, comme il a des suspensions qui sont bridées parce qu'il y a... ouais, c'est dommage. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Hein. Il passe moins bien dans le gros terrain à la même vitesse, mais il y va. Il y va. Après, c'est un véhicule à pont, c'est totalement différent. Rouler, tu peux pas faire la même chose qu'avec le X-Max. C'est clair, c'est pas du tout le même esprit non plus. Et là, eux, ils ont opté pour un moteur un peu plus gros que le X-Max. Mais on s'en sort. Avec le X-Max, on a par rapport au poids et à la puissance, une très bonne autonomie. En 4S 5000 50C, on fait en moyenne une vingtaine de minutes. Quand tu es dans un pré, que tu allumes, c'est sûr, tu descends au quart d'heure, il n'y a pas de miracle. Celui-ci aligne avec les mêmes lipos, la même, voire un petit peu plus d'autonomie. Si tu ne dépasses pas mi-gaz 3/4, en fait. On a des performances analogues au X-Max. Là, on a roulé ensemble avec la fripouille. Donc moi, je poursuivais le X-Max. Attention, après, tu as des roues un peu plus fines. Ça patine un peu plus sur le terrain où on est. C'est différent. Et par contre, si tu vas dans le pré, ça, je l'avais essayé aussi une fois, c'est si tu mets gaz à fond, comme tout gros moteur, avec un engin de 10-12 kg, tu fais 7-8 minutes, c'est fini, tes lipos sont cuites. Et ça, c'est un truc que j'ai horreur par contre. C'est quelque chose que je trouve que les constructeurs devraient anticiper. Ils devraient donc faire leur setup, parce qu'il est bien, il est vraiment bien le setup. Mais le problème, c'est que si monsieur tout le monde prend la voiture et qui va dans un champ ouvert et qu'il appuie à fond dessus, on a fait le même test avec le DBXL, souvenez-vous, DBXL d'ailleurs qui sort en version 2, on va en revenir dessus après, tu tues tes lipos en un seul et unique run. Tu arrives à gonfler tes lipos là-dedans en un run si tu roules fort, ce que lui n'a pas. Alors il faut choisir. Là, on a plus de puissance que dans le X-Max, c'est clair. Mais ce plus de puissance est un risque pour les lipos. Et c'est pour ça aussi que je dis sans arrêt que même le X-Max, ce ne sont pas des engins pour des débutants. Là, tu reçois une radio avec, ou tu as une petite bride de puissance avec, donc n'hésite pas. Vraiment, si tu es débutant, mais tu veux comme te lancer dans une machine comme ça, surtout, n'hésite pas à te servir de cette bride de puissance. Mettre ton engin à 50-75%, n'exagère pas. Parce que les lipos c'est quand même cher et c'est dommage de les endommager, et sans compter le risque évidemment d'explosion. Donc c'est là qu'on arrive au DBXL. Le DBXL, on vous l'a montré. Il y a plein d'Américains qui m'ont dit ah, tu racontes de la merde, c'est n'importe quoi, je roule beaucoup plus vite qu'à X-Max, je fais 20 minutes, j'ai fait 100 packs sur mon DBXL. Eh, les mecs, de toute façon, sur les chaînes, une ou deux vidéos et des vidéos de 5 minutes. Donc ils sont pas crédibles, et bien sûr, vous me connaissez, je leur ai dit, mec, arrêtez de me raconter des conneries, j'ai la vidéo. J'ai mis des lipos 6600 dans un DBXL, full origine, avec la cabine de pilotage et tout dedans, avec 24 degrés à l'extérieur. 6 minutes, les lipos étaient vides, elles avaient plus de 60 degrés. Et c'est arrivé sur une vidéo suivante, où c'est Oli qui roulait son DBXL d'origine, avec des VS Line 7500 75C, qui sont vraiment des super bonnes batteries. Là, il faisait chaud. 28-30 degrés, au bout de 10 minutes, j'ai dit Oli, fais gaffe, arrête-toi, check tes lipos. Et bien les lipos étaient gonflés. Elles étaient bonnes pour la poubelle en un run. On n'était pas au cut-off et on a bousillé les lipos. Ça, c'est dommage. Donc pour notre plus grand plaisir, ils ont fait un DBXL 2 qui est magnifique. Ils ont amélioré tous les points que nous avons critiqués et pas dénigrés, tête d'ampoule. Parce qu'on leur a transmis les mails, enfin moi j'ai transmis les mails, et de toute évidence je ne suis pas le seul, plein d'autres chaînes RC avec lesquelles je suis en discussion régulièrement quand on teste des modèles, on fait la même chose, on envoie régulièrement des listes aux constructeurs avec ce qu'on trouve. On leur avait dit donc que les tourelles d'amorto étaient tellement flex qu'on défonçait la cage quand les suspensions sont foncées à fond, puisque la suspension est très dure, l'engin a très peu de débattement de suspension, il est lourd,
Donc pour pas qu'il tape au sol, ils ont fait une suspension très dure, ce qui est très désagréable quand tu sors du carton de DBXL, il sautille comme une Nico. Quand tu as un engin à 5ème, ça fait mal au cul franchement de le voir rouler comme ça. Donc ils ont assoupli un peu les suspensions, ils ont mis des tourelles alu. Ils ont changé les renforts de châssis, puisque le DBXL, quand tu le ramasses, tu as le châssis qui fait comme ça, avec son propre poids. Ça, c'est naze. Donc ils ont changé les renforts, ils ont changé toute la direction. Elle est complètement différente, un cerveau plus balèze et une autre direction. Et ils ont aussi passé le Vario au milieu, parce qu'on a dit que les bacs à batterie étaient rikiki. Pour un engin comme ça, on a envie de mettre des grosses batteries avec beaucoup de capacité, pour une bonne autonomie quand même. C'est là qu'on va arriver sur un autre point aussi, niveau setup des brushless. Donc si ça commence à être maîtrisé sur les 1.6, 1.7, là on a vraiment une gamme de véhicules avec le X-Max, le Reaper, le Hobo Hyper MT, le Super Rocray, les engins, donc un 6ème, un 7ème, évidemment le Arma Mojave, qui est là en bas, c'est la prochaine vidéo, on va parler sur celui-là. Même si celui-là il a encore un petit combo standard de la 8ème, comme il est sur la balance avec le poids, on n'est pas trop mal, il s'en tire. Donc on a des setups intéressants. Dans le DBXL2, donc ils nous ont mis enfin des bacs à lipo plus grands, déplacé un peu le Vario, et bon, ils ont changé l'électronique parce que maintenant c'est l'électronique Spectrum. Ça reste le Beaming rebadgé et ça reste... bon, le moteur avant c'était un 800 kV qui venait de chez Xteam. Donc un moteur vraiment de faible qualité, désolé pour les fans de l'Aussie, c'est comme ça, c'est un moteur vraiment de faible qualité. On avait vraiment très peu de couple dessus, ce qui permettait par contre de le rouler avec un Vario de 160. Ils sont restés sur le Vario de 160 et ils ont mis un moteur de 780 kV, je ne sais pas encore quel constructeur c'est, ça se trouve c'est le 780 Hobby-Wing. Je trouve ça un peu juste, le Vario de 160 avec un 780 dans un engin de 15 kg. Et c'est tout le combo qui est juste en fait. On a le problème, c'est forcément si tu roules mi-gaz, ça le fait. Tu roules ton petit quart d'heure, c'est vrai. Mais dès que tu vas allumer, tu vas défoncer tes dipots en 1/5, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut descendre les KV, il faut monter les S, si tu veux un setup intéressant. Parce qu'évidemment, si tu prends un DBXL RTR, où il y a plein d'engins à 5ème qui arrivent tout doucement sur le marché en RTR, en 8S, tu as un gros problème, c'est la consommation. 200-250 ampères. Bon là, évidemment, il y a un Vario de 160 dans le DBXL2, donc théoriquement ça ne dépasse pas les 160. Mais je vous promets qu'au bout de 10 minutes, le Vario est chaud et le moteur est chaud et les lipos sont chaudes. Pour le mec qui roule pépère, c'est pas un problème. Si tu roules sur un circuit, ça peut passer aussi, parce que sur le circuit, c'est vrai que tu n'utilises pas beaucoup de puissance max, ça part à un moment dans la ligne droite. Mais si tu compares le thermique grosse échelle avec ses RTR, il y a, le thermique est plus mou à l'accélération, il est plus mou en vitesse de pointe. En RTR, paniquez pas les mecs, je les vois déjà venir. Ouais, c'est pas vrai, tu peux monter à 42 cc. C'est là qu'on arrive à la suite, laissez-moi finir. Donc tu prends les deux RTR, et ben tu vas prendre le thermique. Même s'il est plus mou à l'accélération et que tu n'as pas de couple en bas, avec le thermique qui est encore là, hein, il commence à nous faire des RTR en 32 cc avec des Zeno avec le G32, ça devient intéressant. Donc si tu prends les RTR, la suprématie du 1/5 reste claire. Par contre, si on passe sur des setups plus malins, c'est-à-dire de passer un moteur de 300 à 500 kV dans un DBXL, de le mettre en 12S, là, on a des vitesses supérieures au thermique et on a une autonomie égale. Franchement, le DBXL en 12S avec le 500 kV, comme j'avais fait le setup, vous pouvez encore diminuer le rapport de transmission. Tu pouvais largement faire des courses avec les thermiques. Même chose sur les pistes. En 12S, ça devient viable. Après, il y a des engins très lourds, comme le Losi 5. Le 12S, c'est vraiment le minimum qu'il faut mettre dedans. Et MCD, c'est pareil. Je me suis penché évidemment sur la marque MCD. J'ai très envie de prendre un MCD X5. Elle est magnifique. Pour l'instant, j'ai encore assez de pistes. Entre temps, je suis tombé sur la page Yankee. Mais Yankee, je pense que je vais laisser tomber mon projet de Yankee brushless parce que ouais, c'est trop gros. Le 1/4, ouais, quand tu vois la taille du machin final, c'est pas ce que j'ai envie d'avoir. Je suis vraiment à l'aise à 6 à 7, moi maximum, c'est bien, ou des 1/5 avec des carreaux compacts. Donc la Yankee, un peu trop lourd. Niveau des pneumatiques aussi, des roues, on trouve pas tout ce qu'on veut. Il y a une gamme très restreinte et le système de fixation, c'est pareil, avec des grosses puissances en brushless, je vois pas ça très bien. Donc je me suis penché sur MCD. Là c'est pareil, comme le Losi 5T, tu dépasses les 15 kg, 15, 16, 17, 18 kg. Là, c'est pour ça que j'ai fait ce test de setup en 18S avec 360 kV. Vous l'avez vu, le camion, il est à l'aise, doigt dans le nez. Hein, avec le rapport d'origine, avec le 360 kV, il top à 90, mais il roule. Vous l'avez vu,
J'ai regardé plein de vidéos, j'ai cherché plein de vidéos sur le net, on trouve jamais de gars qui a transformé son thermique en brushless qui roule plus de 5 minutes. Surtout pas en vitesse. Hein. Il y a des mecs qui ont fait les MCD en vitesse avec les 12, 13, 14 kg. Les vidéos durent 5 minutes, c'est vrai qu'ils envoient du bois, ils ont des moteurs avec beaucoup de kV. Il y en a qui mettent 12S mais qui gardent beaucoup de kV, donc ça pousse très fort, mais ils font que ça. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est un engin qui puisse rouler normalement sur circuit avec une autonomie agréable. C'est pour ça que j'ai fait ce setup là. On est en 18S avec des 5000, avec des 4800 même. En 18S avec 4800 mAh en 50C, le machin il top à 90 et il fait 35 minutes. Quand on a fini, le moteur est tiède, les batteries sont tièdes, et c'est ce qu'il faut chercher en fait. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir un setup avec lequel je suis obligé de faire attention en été de ne pas cramer mes lipos. Parce que le moteur il encaisse, il peut monter à 100 degrés, ça va aller. Il n'y a pas de problème, le Vario aussi, c'est rare qu'il n'encaisse pas les 100 degrés. Après, tu as le cut-off Vario qui se met en route. Si tu as une sonde de température, tu as le cut-off température moteur qui se met en route. Si ça commence à radoter, tu sais que ton moteur est trop chaud, tu le laisses refroidir, il repart, c'est pas un problème. Par contre, les batteries, une fois qu'elles ont eu trop chaud, c'est foutu, c'est poubelle. Donc, là maintenant, on a des températures agréables, une vingtaine de degrés, va arriver l'hiver. Cet engin, il n'aura aucun souci. Par contre, en été, faites gaffe. En été, là-dedans, si tu dépasses les mi-3 quarts de gaz et si tu insistes dans ton pré au soleil, tu vas cuire tes lipos. Je l'ai testé dans un champ. J'ai malheureusement pas la vidéo parce que je roulais pour moi. On était en congé, je l'avais emmené, je l'avais dans le coffre. Et j'ai fait cette erreur. Voilà. Pourtant, je le sais, tu vois, mais tu t'emportes. Tu es là dans ton pré, tu as une grande surface. J'ai fait du run. J'ai chargé 7-8 minutes. C'était trop tard. Une des deux lipos a lâché alors que j'étais loin du cut-off. Et là aussi, je suis obligé de revenir sur l'X-Max. Lui n'a pas eu ce souci. Vous l'avez vu, on a des vidéos en plein cagnard, 30 degrés. Dimanche matin, sur les buts, on passe plus de 2h30. J'ai enfilé 4 ou 5 packs de 4S, les uns après les autres, sur mon X-Max. Et je ne suis pas le seul, on était à 4. Et aucun de nous, à aucun moment, a eu une coupure thermique. Parce qu'on a le bon mix entre la motorisation, le poids, la consommation et surtout, hein, même si on n'aime pas le système d'exploitation Traxxas, il faut dire ce qui est, ce sont les seuls qui de série ont mis une sonde de température moteur. Donc au pire, tu as un cut-off thermique pour le moteur qui fonctionne à merveille. Donc je peux que vous conseiller de garder cette sonde. Si vous changez le système de radio, c'est pareil. Si vous mettez une autre radio, prenez une radio avec une sonde de température. Pour ce type d'engin aussi, n'hésitez pas. C'est un investissement qui vaut le coup. On a la CR4 Pro Ultima qui est à 150 €. On a évidemment les versions FlySky Origin qu'on peut trouver à une centaine d'euros qui ont des sondes de température. Prenez-vous une radio avec une sonde de température si vous voulez être tranquille quand vous commencez à attaquer les grosses échelles en brushless. Vraiment, faites gaffe. Là, maintenant, c'est l'hiver, c'est pas la question. On arrive sur d'autres soucis, c'est la flotte, la boue, etc. Et voilà. Donc, récapitulatif des pannes que j'ai eues avec cet engin. Donc, pour l'instant, fusées qui ont cassé vraiment. Genre, il y a des casses qui sont dues au pilote. Le triangle, quand j'ai mangé un arbre, j'ai pété le triangle, ma faute. Ces triangles sont très fins, je vois ça mal. Pourtant, je veux dire, à part quand j'ai ramassé mon arbre, les triangles supérieurs, pour l'instant, n'ont pas rebougé. Par contre, la fusée a cassé sur un truc ridicule. Le châssis a plié sur un impact ridicule le premier coup. La direction, catastrophe. Cerveau et direction en elle-même, catastrophe. Le faible débattement de suspension, on vit avec, c'est pas un problème, ça se passe bien. Et dernièrement, il m'est arrivé ceci. Ça, c'est un autre problème lié au pont, c'est ma faute, hein, bien sûr, évidemment. J'ai fait une grosse gamelle et j'ai tapé sur le côté. Je suis tombé comme ça avec le véhicule, tout son poids sur une seule roue. Et j'ai cassé la jante. C'est quelque chose qui m'était par contre aussi arrivé sur le DBXL. Ah. Alors, est-ce que ce sont ces jantes qui sont un peu faibles par rapport au poids du véhicule? Est-ce que le choc était vraiment si violent? Avec une suspension triangulée, tu as l'avantage que la suspension elle va se comprimer. Tu as le triangle qui se déforme en bas en haut, ça rentre un petit peu, ça amortit un peu. Le pont, il est raide comme un pic, donc c'est la jante qui a mangé. C'est pas grave, il y a une roue de secours en haut, mais ça m'intrigue. Est-ce que d'autres d'entre vous ont eu des soucis comme ça de jantes cassées? Voilà. Et vous allez donc revoir plein de fois ce petit bébé, puisque je l'adore.
C'est vraiment le genre de véhicule, voilà, on en revient toujours au même, hein. C'est une histoire d'amour et de haine. Je l'aime autant que je le déteste. Mais vous allez revoir parce que ouais, ça m'éclate de le conduire et maintenant que j'ai plus ou moins réglé mes petits soucis, euh, je suis content. Et on va mettre donc ces cardans maintenant à rude épreuve et le reste de la mécanique aussi. Niveau pneumatique, c'est pareil. Exact de 20, des roues taille un peu entre les deux, c'est pas un problème. Tu peux mettre des exas de 17 standard, tu peux monter des roues, tout ce qui est en 1.8, ce que tu trouves en 1/8. Moi, ce que je vais très certainement essayer, ce sont les Louise Hulldog, avec les crampons. Ils sont très durs, donc forcément la suspension devra travailler plus. On sera un peu plus dur sur les chocs, sur les suspensions et tout. Par contre, ce sont des méga gros crampons. Et j'utiliserai évidemment ces gros crampons dans la prairie quand elle sera un tout petit peu mouillée. En hiver, ça va être génial. Tu peux aussi monter évidemment des exas de 24. Il existe de GPM. J'en ai par là. Hop, bouge pas. Ah, c'est toujours pareil. Quand tu les veux pas, tu les emmènes à chaque fois que tu sors ton tiroir et quand tu veux les montrer, tu les trouves pas. Il existe un kit pour adapter des roues de 1/5 sur n'importe quel autre engin. Eh ben bon, ratez les mecs, vous l'aurez pas. J'ai dû me les ranger ailleurs. Donc ça, ce sont juste les capuchons livrés avec. XRS Racing. Ils font des adaptateurs pour monter des roues de 24 qui ont une sortie centrale de 10, ce qui est classique en 1/8. Donc tu peux monter des roues de 24 sur n'importe quel 1/8. Attention, 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 ne mettez pas des roues de 1/5 sur n'importe quel 1/8, c'est très lourd. Donc assurez-vous que ce soit un engin qui ait une transmission suffisamment solide au niveau des noix, des cardans et des croisillons pour encaisser le poids supplémentaire. Évidemment, si toi tu roules cool, si tu veux crapahuter avec ta caisse, c'est pas un problème. Parce que ce Super Ocret, comme il a 3 diffs autobloquants, là ils sont encore d'origine avec les huiles. Quand je ferai la révision, par exemple, je pourrais passer sur des huiles beaucoup plus dures, surtout au centre. Je pourrais y mettre des pneus plus adaptés au crawler et ce machin-là pourra crapahuter quand même, malgré sa masse, son poids, etc. Ça pourra être sympa à voir. Donc plein de choses en vue. Et on s'habitue. On s'habitue qu'elle n'a pas de cul. Salut les mecs.